Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 19h. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Le ballet diplomatique autour de la crise ukrainienne suit son cours. Cet après-midi, le téléphone n'a pas cessé de sonner entre Paris, Moscou et Washington. Affirmant chacun leur légitimité. En Libye, l'audience qui devait être accordée par le Haut Conseil d'État au nouveau Premier ministre Fethi Bachara pour la présentation de son programme a été reportée pour une date ultérieure. Le Danemark va suspendre partiellement son aide au développement au Mali après le départ contraint de ses soldats du pays. La même décision s'applique au Burkina Faso suite au coup d'État. Et le cinéma algérien en deuil, il perd l'un de ses célèbres comédiens, Mostafa Preur n'est plus. Il a rejoint sa dernière demeure en ce début d'après-midi au cimetière d'El Alia à Alger. Il était âgé de 87 ans. Nous entamons cette édition par la crise russo-ukrainienne. Le ballet diplomatique suit son cours. Cet après-midi, le téléphone n'a pas cessé de sonner entre Paris, Moscou et Washington. Plusieurs pays appellent le ressortissant en Ukraine à quitter les lieux. Le pire des scénarios n'est pas à exclure. Safiane Ben Sabri. Il est extrêmement important de garder le calme, indique un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères. Un appel au calme qui résonne à peine au milieu du capharnaüm diplomatique qui nourrit les agendas de plusieurs chancelleries depuis maintenant plusieurs semaines. L'Ukraine s'est transformée en un mois en un théâtre de tous les possibles. Aucune éventualité ne semble à exclure. Les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique ou encore l'Estonie ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Ukraine. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus durant 1h40 pour tenter une fois de plus de faire baisser la tension déjà à son paroxysme. Le président français a prévenu Vladimir Poutine qu'il serait prêt à réagir en cas d'opération militaire. Cependant, une volonté commune de poursuivre le dialogue a été exprimée. En revanche, Vladimir Poutine a qualifié de spéculation provocatrice les accusations d'invasion dont fait l'objet la Russie de la part des pays occidentaux. À peine finie, la conversation entre Poutine et Macron a été suivie par un appel téléphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Washington considère qu'une invasion russe sur le territoire ukrainien serait imminente. Ultime annonce de la journée, le groupe KLM a suspendu ses vols vers l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre. Il serait trop dangereux de voyager dans le pays. Les tractations, négociations et discussions répétitives semblent être vaines alors que le sort de l'Ukraine reste en suspens. Alors que la diplomatie patine et peine à trouver une solution, le soldat semble gagner du terrain et ravive le spectre de la guerre en Europe. Souad Ben Batouche. D'abord une guerre médiatique occidentale accentuée depuis plusieurs jours et accompagnée d'un déploiement militaire de l'Alliance Atlantique à l'est du vieux continent. Les Américains et leurs alliés évoquent des scénarios dramatiques, soit une nouvelle guerre mondiale en cas d'attaque russe en Ukraine. Dans la même foulée, le Pentagone annonce l'envoi de 3000 hommes supplémentaires en Pologne, un nouveau renfort pour l'OTAN composé de 30 pays, alors que 8000 soldats ukrainiens sont déjà stationnés à la frontière avec la Russie. Côté russe, Moscou et Minsk ont lancé de grandes manœuvres dans la région de Brest, à la frontière avec la Biélorussie. 30 000 hommes y participent, avec le déploiement d'une batterie de systèmes anti-aériens S-400. L'exhibition de forces russes est de taille et n'a pas manqué de faire réagir les Occidentaux. Ils semblent pris de panique et dénoncent unanimement ces manœuvres, y voyant des gestes de violence et de moments dangereux pour l'Europe. La Russie juge incompréhensible l'inquiétude occidentale autour de ces exercices au Bélarus, prévus jusqu'au 20 février, soit le dernier jour des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, autrement dit à la fin de la trêve olympique. Et ne manquez pas le Zoom du 19h juste avant la fin de ce journal. Il sera consacré justement à ce conflit russo-ukrainien. En Ukraine, l'évacuation des ressortissants américains aurait déjà commencé selon des médias occidentaux. Pour rappel, Joe Biden avait exhorté les citoyens américains à quitter Kiev en crainte d'une éventuelle escalade.
Au Royaume-Uni, les services de police londoniens ont adressé au Premier ministre britannique Boris Johnson un questionnaire d'enquête sur les rassemblements à Downing Street durant le confinement imposé suite à la pandémie du Covid-19. Les enquêteurs avaient annoncé qu'ils allaient contacter plus de 50 personnes pour obtenir leur témoignage sur ce scandale qui menace la carrière politique de Boris Johnson. En Europe, toujours, et cette sécheresse qui frappe l'Espagne et le Portugal en plein hiver, fait inédit, voire inhabituel pour ces deux pays. La faible pluviométrie enregistrée en janvier en est la cause. Ce mois qui est déjà considéré comme le deuxième le plus sec depuis l'an 2000 dans la péninsule ibérique, selon les agences météorologiques des deux pays. Retour en Afrique, le Sahel passe par la pire crise de son histoire. Le constat de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, présent à Alger, il a réagi à la décision de l'Union africaine de suspendre le statut de l'antitétionnisme. Je vous propose de l'écouter. Je pense que les chefs d'État ont pris une bonne décision. Et j'espère que, en fin de compte, l'Union africaine n'acceptera pas de trancher cette question en avalisant le statut d'observateur pour Israël. Car, en ce qui concerne le Niger, notre position est très claire par rapport à cela. Mais le gros problème qui se pose aux pays africains, c'est le comportement des pays arabes par rapport à Israël. C'est ça qui donne des arguments à ceux qui sont favorables à ce qu'Israël puisse avoir ce statut. Beaucoup d'États africains se disent « mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi ». C'est ça le problème, c'est ça l'argument qui est généralement développé chez les partisans de ce rapprochement avec Israël. Et cette rencontre à l'Institut algérien des études géostratégiques globales a l'occasion pour le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, de rappeler la position d'Alger sur le dossier libyen une position alignée sur celle du Niger. Je vous propose de l'écouter. Vous avez parlé de la Libye. Je voudrais me féliciter du fait que la position du Niger et celle de l'Algérie à l'époque étaient identiques. En tant que pays voisin, nous avons fortement condamné l'intervention étrangère, nous avons fortement condamné la marginalisation de l'Union africaine, nous avons condamné le recours à la force contre l'intégrité territoriale, l'indépendance, l'unité nationale du peuple libyen frère. Aussi bien dans les rencontres au sommet, et il y en a eu beaucoup, où vous représentiez brillamment le Niger, que dans les réunions ministérielles où votre ministre des Affaires étrangères de l'époque, Mohamed Bazoum, toujours représentait brillamment votre pays et élevé la voix très distinctement contre l'ingérence et l'agression étrangère. Nous vous le disions en titre, en Libye, l'audience qui devait être accordée par le Haut Conseil d'État au nouveau Premier ministre Fethi Bachara pour la présentation de son programme a été reportée pour une date ultérieure. Les explications de Tinine Makassi. Au lendemain de ce nouveau schisme qui divise la Libye en deux, les deux premiers ministres Abdelhamid Dbeibah et Fethi Bachara continuent à vouloir imposer chacun leur hégémonie sur le pouvoir et à maintenir leurs feuilles de route respectives, affirmant chacun leur légitimité supérieure l'un sur l'autre. Le Haut Conseil de l'État a reporté une réunion d'urgence qui devait se tenir ce samedi. Une séance de consultation durant laquelle le dit Conseil devait examiner, entre autres, le programme du nouveau Premier ministre élu par le Parlement de Tobruk jeudi dernier, à savoir Fethi Bachara. Cette rencontre, qui devait pour beaucoup d'observateurs donner plus de détails concernant la position de cette institution, est reconduite à une date antérieure sans donner plus de précision. Abdelhamid Dbeibah, quant à lui, en poste depuis février 2021, a indiqué, je cite, « Seules des élections dans les plus proches délais sont une solution pour une sortie de crise », ajoutant que le 17 du mois en cours, il donne rendez-vous au peuple libyen pour dévoiler sa feuille de route, en vue d'aller vers les urnes rapidement, signalant que rien n'empêchait d'organiser un double scrutin.
à savoir les législatives et un référendum constitutionnel le même jour. En attendant un consensus interlibyen en vue d'une sortie de crise, Antonio Guterres appelle les différentes parties à se mettre à table et à discuter. La guerre au Sahara occidental tourne à l'avantage de l'armée de libération sahraoui, une réalité sur le terrain en dépit du blackout médiatique marocain. L'agence de presse sahraoui publie une nouvelle liste de noms d'officiers des forces armées marocaines éliminés par les combattants du front pour faire face à la désinformation du Marzen. Souad Ben Batouche. Les nouvelles sur les pertes humaines et matérielles essuyées par Rabat vont vite, en dépit de son silence royal. Le Front Polisario adopte en revanche un mode de communication limpide. 8 nouveaux noms, prénoms et grades des membres des forces d'occupation marocaines ont été publiés hier soir par l'armée de libération sahraoui. Cette nouvelle liste intervient 48 heures après la première dévoilant l'élimination de 12 soldats des forces d'occupation, dont un colonel du 43e bataillon d'infanterie du secteur bis stationné dans la région d'Al-Mahbas. Par cette nouvelle méthode de communication, la défense sahraoui vient répondre au jeu fourbe du Marzen et mettre fin à ses mensonges, alors qu'il ne cesse d'imputer ses pertes humaines au Covid, à des morsures de serpents ou encore à des explosions de mines. Quoi qu'il en soit, la défense sahraoui compte infliger davantage de pertes à l'occupant marocain avec l'annonce de l'intensification des combats au-delà du mur de la honte et ciblant des zones militaires sous contrôle des phares, voire même cibler le sud du royaume à travers des missiles à moyenne portée. Et le groupe d'action marocain pour la Palestine salue la décision de l'Union africaine de suspendre le statut d'observateur de l'entité sioniste. Un message au Marzen, à leur tête le chef de la diplomatie Nasser Bourita. Ce même groupe appelle à davantage de mobilisation pour resserrer l'étau sur l'entité sioniste qu'il qualifie de véritable danger pour le continent. Le Danemark va suspendre partiellement son aide au développement au Mali après le départ contraint de ses soldats du pays. Même décision au Burkina Faso en raison du coup d'État militaire, une décision actée par le ministre du Développement Flemming Møller Mortensen. Nous mettons tout le plan en pause et nous en faisons un réexamen clair, expliqué le week-end dernier Mortensen dans une interview accordée à un quotidien danois. Fin janvier, les autorités de transition maliennes avaient exigé le départ de la centaine de soldats danois tout juste arrivés dans le pays, jugeant que leur présence n'avait pas fait l'objet du consentement de Bamako. Mali, toujours, le parquet de Bamako annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire sur l'enregistrement d'une discussion téléphonique entre le président ivoirien Alassane Ouattara et l'ex-premier ministre malien Boubou Cissé. L'objet de l'enquête est axé sur l'atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali. Et les autorités de transition malienne annoncent la création d'un mécanisme de concertation objectif, la définition d'un chronogramme électoral consensuel en vue d'une sortie de crise et d'une levée des sanctions actuellement imposées par la CEDEAO. Mais ce mécanisme suscite des réactions plutôt mitigées de la part de l'organisation ouest-africaine. Elle estime que ce mécanisme pourrait ne pas être nécessaire, d'autant plus que le groupe de travail ministériel annoncé par Bamako n'a pas été mis en place à ce jour. Au Soudan, 3 mois après le coup d'État, le temps monte entre Khartoum et la communauté internationale suite à la condamnation par des pays européens de l'arrestation de 3 figures d'opposition dans le pays. Khartoum estime que ces propos représentent une ingérence flagrante dans les affaires internes du Soudan et sont contraires aux pratiques diplomatiques, a indiqué le ministère soudanais des Affaires étrangères, qui ajoute que les 3 personnalités arrêtées sont visées par des chefs d'inculpation.
Au Sénégal et en marge d'une visite de 5 commissions européennes, l'UE propose au gouvernement le déploiement de Frontex, l'agence européenne de garde-côtes et des gardes-frontières. La Commission européenne envisagerait un déploiement d'ici la saison estivale en cas d'accord avec les autorités sénégalaises. Pour la partie européenne, l'intérêt immédiat est de contrôler le trafic d'êtres humains avec les embarcations qui partent des côtes sénégalaises vers l'archipel espagnol des îles Canaries. Santé Covid-19, l'Algérie enregistre une légère baisse du nombre d'infections. Selon le bilan du ministère de la Santé, 503 nouveaux cas recensés durant les dernières 24 heures. Le bilan fait également état de 391 guérisons et 13 décès. Dans la province de l'Ontario, au Canada, épicentre de la contestation anti-mesures sanitaires, les autorités ont déclaré l'état d'urgence en raison des manifestations qui se tiennent depuis 2 semaines par des camionneurs. Les détails avec Sohila Kilal. Le Premier ministre de l'Ontario, épicentre de la contestation anti-mesures sanitaires au Canada, a déclaré vendredi l'état d'urgence dans la province en raison des manifestations qui se tiennent depuis 2 semaines par des camionneurs qui demandent le retrait de toutes les mesures sanitaires anti-Covid et refusent de quitter les lieux. De son côté, la Cour supérieure de l'Ontario a ordonné le départ des manifestants qui paralysent un axe frontalier majeur avec les États-Unis depuis plusieurs jours, un blocage qui a entraîné des perturbations pour l'industrie automobile des 2 côtés de la frontière. Ce qui a poussé Washington à intervenir auprès du gouvernement Trudeau. Ce dernier a indiqué que les frontières n'allaient pas rester bloquées, promettant d'intensifier la répression policière. Du côté de la France, des milliers d'opposants au pass vaccinal venus en convoi de toute la France campaient ce samedi à l'aube aux portes de Paris, où ils entendent entrer pour manifester malgré l'interdiction par la préfecture de police, déterminée à empêcher tout blocage de la capitale. La police avait estimé vendredi à 3300 le nombre de véhicules engagés dans les convois. Le président français Emmanuel Macron a appelé vendredi au plus grand calme, tout en disant entendre et respecter la fatigue et la colère liées à la crise sanitaire. Dans le même contexte, les autorités françaises ont annoncé vendredi un allègement des contraintes sanitaires à partir du 28 février prochain. Les Français pourront donc retirer les masques dans les lieux clos où le pass vaccinal est exigé, tels que les cinémas, théâtres, musées et restaurants, sauf dans les transports, une mesure qui s'appliquera également aux élèves. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, la phase aiguë de pandémie de Covid-19 prendrait fin cette année à condition que 70% de la population mondiale soit vaccinée. Déclaration lors d'une conférence de presse de Tedros Ghebreyesus en marge de sa visite en Afrique du Sud. Selon l'OMS, 53% de la population mondiale serait aujourd'hui entièrement vaccinée, mais ce pourcentage global masque d'importantes disparités. Au Nicaragua, l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères Victor Tinoco, reconnu coupable d'atteinte à l'intégrité nationale, tout comme 2 autres opposants au président Daniel Ortega, annonce une organisation de défense des droits humains. Ces 3 procès portent à 18 le nombre d'opposants d'Ortega reconnus coupables. 7 d'entre eux ont été condamnés à des peines allant de 8 à 13 ans de prison. Ils font partie des 46 opposants, dont 7 anciens candidats à la présidence, arrêtés en 2021 avant la tenue de l'élection présidentielle. Retour en Europe à l'occasion de la dernière journée du One Ocean Summit à Brest en France. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à mieux protéger les océans, indispensables à la régulation du climat et riche en biodiversité, mais mis à mal par les activités humaines. Ursula von der Leyen annonce le lancement d'une coalition comptant les 27 membres de l'UE et 13 autres pays pour conclure un traité ambitieux destiné à protéger la haute mer n'étant sous la juridiction d'aucun État. Économie, le prix du Brent a dépassé $95 le baril vendredi sur fond de pénurie d'approvisionnement et de tensions sécuritaires persistantes.
entre la Russie et l'Ukraine. Le prix de la référence américaine de pétrole brut a atteint 95,65 $ le baril, marquant ainsi son plus haut niveau depuis le 1er octobre 2014. À New York, le prix du baril de l'autre référence du brut, West Texas Intermediate WTI, a grimpé jusqu'à 94,65 $, soit son plus haut niveau depuis le 30 septembre 2014. Et la filiale argentine de l'entreprise de pneus Bridgestone Argentine a annoncé qu'elle verserait une prime exceptionnelle d'environ 6 000 € au taux de change officiel à chacun de ses salariés au titre de leur participation au bénéfice de l'entreprise. Une bonne nouvelle pour plus de 1300 employés qui recevront un premier versement durant ce mois de février. L'entreprise présentera ses résultats définitifs pour 2021. 730 000 pesos en tout seront donc versés par l'entreprise, soit 6 fois le salaire mensuel moyen chez Bridgestone Argentine. Culture, 7e art, et le célèbre comédien Mustapha Preur est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Alger à l'âge de 87 ans des suites de complications dues à son infection au coronavirus. Il a rejoint aujourd'hui sa dernière demeure au cimetière d'El Aïlia à Alger. Ayant débuté sa carrière artistique en 1948 sur les planches du théâtre, Mustapha Preur avait rejoint les rangs du Front de Libération Nationale au déclenchement de la guerre de libération. Après le recouvrement de l'indépendance, il s'est entièrement consacré à l'art, passant du théâtre à la télévision pour enchaîner plus d'une centaine d'apparitions sur grand écran et sur les planches et de nombreux travaux pour la télévision. Place à présent au Zoom du 19h. Comme annoncé en début de journal, Zoom aujourd'hui sur la crise russo-ukrainienne. Pour en parler justement, me rejoint notre journaliste Leïla Gertal. Leïla, bonsoir. Bonsoir Riyad. Alors, première question, à quand remonte cette crise ukrainienne ? Ben oui, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se demande la question, est-ce que c'est récent, est-ce que c'est vieux comme crise, comme litige entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN avec bien sûr Washington? Eh bien non, cela remonte à 2014 pour ceux qui ont suivi très bien le dossier. On se rappelle de ces manifestations à Euromaïdan, on se rappelle également de ces manifestations pro-Union européenne en Ukraine qui se sont terminées par des affrontements entre les pro-russes et les pro-européens. Parce que tout simplement, il y avait à l'époque, en 2014, des négociations entre le président ukrainien et l'Union européenne. Ce sont des négociations pour plus ou moins l'aide, l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Et ces négociations se sont un petit peu prolongées sur le temps et sont devenues interminables. Et savez que à l'époque, la Russie avait donc proposé une aide de 15 milliards de dollars et l'Ukraine était endettée et il fallait qu'elle paye aussi ses dettes vis-à-vis de la Russie qui donc avait exigé autour de 17 milliards de dollars de dettes, du gaz bien sûr. Et la Russie, malgré tout ça, avait donc proposé à l'Ukraine de l'aider sur le plan financier et il y avait aussi ces négociations qui étaient en cours, c'est-à-dire parallèlement à cela. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, l'Ukraine ou le négociateur avec l'Union européenne, le président ukrainien à l'époque, avait demandé à l'Union européenne de lui octroyer ou de lui emprunter une somme environ de 20 milliards d'euros. Et donc l'Union européenne avait refusé, même si elle avait proposé quand même une aide financière, mais qui était beaucoup moindre. Et du coup, à ce moment-là, je crois que les négociations à l'époque donc avaient complètement été bloquées, pour ne pas dire qu'elles étaient complètement interrompues. Et c'est là que tout a commencé. Nous avons vu donc cette population ukrainienne qui était pro-Europe sortir dans la rue pour manifester
leur désaccord et leur protestation contre la décision du président. Mais il y avait également cette population pro-russe qui se considérait comme russe, qui n'avait rien d'européen, rien d'ukrainien, qui était russophone, russophile complètement. Et ça a dégénéré en affrontement entre les deux camps. Et c'est ça qui a donné vers la mi-mars 2014 ce qu'on appelle cette invasion de la Crimée. Cette invasion de la Crimée qui est venue crescendo parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le rappeler. Il y avait les armées, il y avait plutôt l'Union européenne qui était donc soutenue par l'Europe, mais également par l'OTAN, qui était en train d'avancer leurs troupes parce qu'ils ont une base du côté de la mer Noire de Crimée et donc ils étaient en train d'avancer leurs troupes. La Russie a laissé faire, a vu comment les choses se sont donc évoluées et elle a décidé d'agir et ils ont agi tout simplement en asseyant leur pouvoir sur la région de la Crimée. On verra pourquoi la Crimée et pas une autre région de l'Ukraine. Justement, la Crimée, Leïla, cette prise de contrôle par la Russie ne semble pas avoir été digérée, on va dire, par les Occidentaux. Absolument pas. Et je crois que, et c'est pas une opinion personnelle qui m'incombe, c'est un petit peu ce que disent à peu près tous les observateurs de la question. Ils disent qu'aujourd'hui, ce qui ne va pas et ce qui a fait que nous en soyons là aujourd'hui, c'est-à-dire entre ce qui se passe aujourd'hui entre l'OTAN et Washington et la Russie sur fond de crise en Ukraine, c'est carrément la Crimée. La Crimée, vous savez, c'est une ville qui débouche sur la mer Noire. Et il y a un aéroport, il y a un port très stratégique. Et donc, tous les enjeux stratégiques tournent autour de cette région. C'est carrément le balcon sur cette mer Noire. Et ce balcon permet beaucoup de choses, tant militairement qu'économiquement, que tout le reste. Et tout va suivre. Et cette Crimée, elle est pro-russe. Elle est pro-russe jusqu'à la lie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne reconnaissent pas du tout l'autorité de l'Union européenne, encore moins le fait d'appartenir à ce côté occidental. Et donc, du coup, aujourd'hui, si vous voulez, en prenant la Crimée ou en asseyant son pouvoir sur la Crimée, Poutine a quelque part damé le pion à l'Occident. Il ne s'attendait pas à ce genre de réaction. Et du coup, aujourd'hui, on a du mal à le dire directement parce que, vous savez, il y a les procédés diplomatiques. On ne va pas lui dire il faut qu'on reprenne la Crimée, il faut qu'on renégocie la Crimée. Et il faut dire que dans les dossiers de négociation, l'accord de négociation, il y a la restitution de la Crimée, ce qu'ils appellent l'Occident ou l'OTAN, la restitution de la Crimée. C'est la chose sur laquelle Poutine ne veut absolument pas négocier. Et donc, ça est resté au travers de la gorge parce que tout simplement, la Crimée est un point stratégique pour les deux camps qui se disputent aujourd'hui en Ukraine. Très bien. Alors, parlons de sanctions. Biden menace de couper l'accord du Nord Stream 2. En a-t-il réellement le pouvoir? Et pourquoi cette focalisation sur ce gazoduc? Alors voilà, un autre point important aussi, parce que vous savez qu'en plus d'asseoir son hégémonie politique sur la région par le biais de la Crimée, la Russie est en train de jouer aussi à ce jeu économique, parce que la Russie veut aussi, elle ne veut pas avoir un ennemi juste à ses portes, un ennemi par là, c'est-à-dire elle ne veut pas avoir un voisin qui soit pro-occidental, c'est quand même un ennemi potentiel. Donc la Russie veut se protéger. La Russie est en train de jouer aussi sur le plan économique. Ce Nord Stream 2 est un gazoduc de 1230 km de longueur. Donc il va de Russie jusqu'en Allemagne, il traverse la mer Baltique. Il peut aller jusqu'en Grèce et en Turquie s'il y a des accords justement entre les deux et si bien sûr le gazoduc est construit. Parce qu'en ce moment, vous savez qu'il y a beaucoup de pays européens qui contribuent ou qui participent dans la construction de ce gazoduc parce qu'il est très important pour eux, ils les alimentent en gaz. Vous savez, toute cette hégémonie qui va être assise par la Russie, c'est quand même une force économique qui va jaillir dans les années qui viennent. Et donc, vous ne pensez tout de même pas que les États-Unis vont laisser faire, vont se taire, vont laisser ce contrat leur échapper ou leur glisser des mains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Biden parle de sanctions. Vous savez, à l'époque de Donald Trump, l'ancien président américain, il y avait ce dossier et ils avaient menacé tous les pays européens qui faisaient partie de l'OTAN de ne pas participer à la construction de ce gazoduc, sinon ils seraient passibles de sanctions. C'est vous dire toute l'importance d'un tel projet pour la Russie, mais également pour les États-Unis.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, la crise atteint son point culminant, on va dire. Est-ce que ce sont des effets de manche ou bien s'achemine-t-on réellement vers un affrontement armé? Eh bien voilà, ça c'est une très très bonne question parce que vous savez que lorsque deux pays se préparent pour la guerre, généralement on évite la guerre. Vous savez comment on évite les guerres? Eh bien en se préparant pour ces guerres-là. Alors du coup, maintenant on va se poser des questions. Est-ce que réellement ce sont des effets de manche? Est-ce que le fait qu'aujourd'hui Washington redouble d'accusations de la Russie en l'accusant de faire donc de masser ses troupes massives sur la frontière? Il faut dire qu'aujourd'hui la Russie est en train de masser ses troupes sur la frontière, c'est les frontières de son pays. Elle est frontalière avec l'Ukraine et la Russie est en droit de défendre ses frontières contre ce qu'on appelle une invasion étrangère. L'OTAN, vous imaginez que l'OTAN, c'est tout simplement une puissance occidentale qui est venue à côté de ses frontières. Donc ils sont en droit de se défendre et de masser leurs troupes pour défendre leur pays en cas d'éventuelle attaque. Maintenant, la Russie reste quand même assez calme, je dirais, et zen, même s'ils répondent aux provocations par des déclarations diplomatiques en disant que nous n'avons aucune intention d'investir ou d'envahir les territoires ukrainiens, mais si cela est nécessaire, ils le feront. Bien sûr, ils vont se défendre. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les deux pays vont franchir le cap et qui des deux pays va franchir ce cap qui sera irréversible pour les pays de la région? Très bien, merci beaucoup Leïla Guertal pour toutes ces précisions et toutes ces explications. Merci. Voilà, j'espère que ce Zoom vous a aidé à mieux comprendre cette crise ukrainienne. Fin de ce journal, merci pour votre attention. Tout de suite, la météo présentée par Amal Amzian Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.